Donc cette conférence s'articulera autour des différentes approches micronutritionnelles qu'on peut avoir face aux maladies auto-immunes. Donc l'auto-immunité est un trouble, on va essayer de définir ça juste après, mais en gros c'est un trouble parmi d'autres qu'on rencontre lorsqu'il y a des déséquilibres au niveau de certaines voies du système immunitaire, comme l'allergie par exemple, comme le cancer, comme les infections à répétition. Donc tout ça, ce sont des troubles qui sont inhérents au système immunitaire. Donc là, on va faire un petit focus sur l'auto-immunité et nous allons voir un certain nombre de cibles métaboliques qu'on utilise en micronutrition et comment les aborder. Alors, bien sûr, ce sera toujours des généralités, mais ça sera déjà une approche, une méthodologie, une proposition en tout cas de méthodologie qui, je l'espère, pourrait vous aider dans votre pratique courante. Donc, comme je vous disais, on a différentes fonctions au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'immunité, donc à distinguer entre donc, système immunitaire et immunité. Donc, le système immunitaire est une partie de l'immunité. L'immunité renferme à la fois donc, le système immunitaire, le microbiote et la barrière. Donc, la barrière, ça pourrait être la barrière intestinale, la barrière alvéolaire, par exemple, vaginale, etc. Toutes les muqueuses pourraient constituer donc des barrières et on a là toujours un microbiote à l'extérieur, de l'autre côté de la barrière, et à l'intérieur, on a un système immunitaire, ou en tout cas une partie du système immunitaire, tout en sachant que le plus gros du système immunitaire se trouve au niveau du dernier tiers de l'intestin grêle. Donc, c'est là où commence, on va dire, la plupart des maladies inflammatoires et aussi auto-immunes. Et donc, c'est pour ça que l'intestin constitue une des cibles importantes sur lesquelles on agit dans le cadre de l'auto-immunité. Donc, on a, comme je vous disais, l'immunité anti-infectieuse, anticancéreuse. On a tout ce qui est allergie, l'auto-immunité, bien entendu. Et donc, quand on parle ici d'auto-immunité, il n'y a qu'un seul processus, métaboliquement parlant, d'auto-immunité. Il y a différents tissus qui sont touchés, différents organes, différentes maladies, mais le métabolisme derrière tout ça, c'est une seule et même chose. C'est un dérèglement globalement de ce qu'on appelle la voie des T régulateurs TH1, TH17. Ça, c'est la voie principale qu'on trouve dans la quasi-totalité des maladies auto-immunes. Et donc, toutes les différences qu'on a entre les maladies auto-immunes, ça constitue tout simplement des différences au niveau des tissus qui sont atteints et probablement aussi des différences au niveau des étiologies, puisque les étiologies en général des maladies auto-immunes, on ne les connaît pas, ou en tout cas on les connaît très peu, et sur la plupart de ces maladies auto-immunes, on a en général des hypothèses. On émet des hypothèses, on va voir lesquelles dans la slide d'après. On a une autre fonction qui est très importante du système immunitaire qui est différente des quatre autres fonctions. C'est la fonction de régénération et de renouvellement tissulaire. C'est ce que le système immunitaire fait la nuit. Quand on se repose, quand on dort, quand on est sous prédominance parasympathique, le système immunitaire va intervenir dans les tissus qui ont subi des dommages, on va dire, ou qui ont besoin d'être renouvelés, que ce soit le système nerveux, les muscles, le foie, etc. Donc, dans absolument tous les tissus où ça nécessite une sorte de régénération. Régénération, c'est pas quelque chose d'ésotérique. On parle ici de quelque chose de bien précis. Vous avez deux
grands processus métaboliques qui constituent la régénération. Vous avez d'une part la mort cellulaire programmée et d'autre part la prolifération des tissus, des cellules. Et donc, ces deux processus-là menés de façon équilibrée produisent ce que l'on pourrait appeler une régénération. Donc, mort cellulaire programmée, que ce soit de l'apoptose ou de la nécroptose ou d'autres types de morts cellulaires programmées qui vont être présents dans les cellules qui sont on va dire partiellement détruites ou qui ne fonctionnent pas correctement ou dont le système, par exemple, de protéique ne fonctionne pas bien ou qui ont subi, par exemple, un stress métabolique important, bon, ceux-là vont être remplacés. En général, il y a des programmes génétiques qui se déclenchent pour détruire la cellule, pour que la cellule s'autodétruise. Sinon, il y a le système immunitaire qui vient par le biais notamment des NK et des macrophages pour déclencher ce système et ensuite phagocyter et détruire la cellule. Et bien sûr, de l'autre côté, vous avez le système de prolifération, donc ce qui est juste une accélération du cycle cellulaire qui va remplacer ce qui a été détruit. Et donc, ces fonctions-là, qui sont des fonctions inhérentes au système immunitaire, mais qui sont influencées par les deux autres paramètres de l'immunité que je disais avant, donc le microbiote et la barrière, sont en fait des fonctions ou des manifestations de l'immunité. Et donc là, vous avez, ça c'est un schéma d'un collègue de David Billstrom, qui est un spécialiste de l'auto-immunité, qui englobe en fait deux grands types de déséquilibre ou de dérèglement métabolique au niveau du système immunitaire. Donc, vous avez d'une part les allergies et les maladies auto-immunes. Donc, on pourrait considérer que l'asthme rentre dans le cadre des allergies, même s'il y a d'autres composantes, sympathomimétiques, inflammatoires, oxydatives, etc. Mais mettons ça sur le compte de l'allergie pour le moment. Donc, on a à la fois les allergies et les réactions ou les réponses auto-immunes. Lorsque le système immunitaire dont le fonctionnement du système immunitaire devient très accéléré. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est infection et cancer. Et là, c'est plus une défaillance du système immunitaire. Donc, vous avez en quelque sorte ici les allergies et l'auto-immunité et les infections et le cancer qui sont en fait deux faces de la même pièce, si vous voulez. Donc, d'une part, vous avez une défaillance du système immunitaire, là, vous avez du cancer et de l'infection, et d'autre part, vous avez une accélération et un renforcement de l'effet du système immunitaire, et là, vous avez de l'auto-immunité et des allergies aussi. OK. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un processus auto-humain? Parce que, comme je vous disais, il n'y a pas 36 000 processus auto-humains. Il n'y a qu'un seul processus auto-humain. Alors, on a bien sûr plusieurs dizaines, voire beaucoup plus. Hein. On a plus de 150 maladies auto-immunes. Mais ça, c'est des maladies donc, qui se manifestent cliniquement de différentes façons en fonction des organes, des tissus, du type de cellules atteints. Et donc, ça produit des répercussions, des conséquences métaboliques. Okay, à ne pas confondre avec la physiopathologie de l'auto-immunité qui, comme je vous disais, toujours la même. Ça ne change pas. Donc, la physiopathologie de l'auto-immunité est toujours la même. Vous avez une ou plusieurs étiologies. Le processus auto-humain se déclenche. Et ensuite, vous avez les répercussions, les conséquences de ça. Et les conséquences peuvent être variables en fonction de la maladie, bien entendu. Okay. Donc, c'est une altération de l'équilibre immunitaire à travers laquelle une partie du système immunitaire attaque des cellules, bien sûr, ou des composants ou des parties des cellules saines, hein,
ou supposées être saines, parce que vous allez voir après, dans le cas de tout ce qui est étiologie, il y a des hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi il y a ce processus auto-humain. Et donc, il se pourrait que, par exemple, dans la membrane cellulaire, qu'il y ait un certain nombre de composants toxiques qui pourraient notamment induire en erreur le système immunitaire. Et donc, le système immunitaire va se renforcer de plus en plus en attaquant ces cellules. Donc, c'est ça le problème de l'auto-immunité, c'est que au départ, on détecte un antigène qui est perçu comme un composant inhérent à la cellule ou à un fragment de la cellule ou à une partie de la cellule. Ensuite, le système immunitaire fait une première réponse, une deuxième réponse, une troisième réponse. Tout ça est bien cadré métaboliquement. Et à un moment donné, il va y avoir un emballement complet du système immunitaire où là, il va y avoir une surstimulation sur les deux grandes cibles du système immunitaire que sont donc la surproduction des globules blancs, des leucocytes, et aussi une suractivation dans les fonctions de ces globules blancs. Donc, et surtout, là, la voie qui est vraiment complètement déséquilibrée, c'est celle des lymphocytes T. Et bien sûr, dans certains cas, dans certains types de maladies auto-immunes, on pourrait trouver des lymphocytes B aussi qui participent à ce processus-là. Mais globalement, l'auto-immunité est quelque chose qui est régulé, géré par les différents types de lymphocytes T, notamment. Un déséquilibre, donc un déficit, une défaillance entre les T-reg ou les T-régulateurs, les lymphocytes T-régulateurs, et un renforcement de la voie des TH1, TH17. Et ça, on le trouve dans absolument toutes les maladies auto-immunes. C'est un mécanisme physiopathologique qui est commun à toutes les maladies auto-immunes. Et bien sûr, les étiologies peuvent être différentes et les conséquences vont être aussi très différentes en fonction du tissu qui est atteint. Ok, donc comme je vous disais, y a-t-il différents processus auto-humains? La réponse est non, on n'en a qu'un seul processus auto-humain. Pour les maladies, on en a beaucoup. Les maladies auto-immunes, on en a beaucoup. Ça concerne des manifestations de ce processus auto-humain. Ok, et donc, au lieu de parler de processus auto-humain ou de maladies auto-immunes, on devrait plutôt parler d'un terrain auto-humain. Un terrain auto-humain. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un terrain auto-humain? Ben, c'est un organisme dans lequel se développe un ensemble de maladies auto-immunes, les unes après les autres, sur une période de temps courte. Alors, période de temps courte ici, ça peut aller de quelques années à plusieurs années, voire 10, 20 ans à peu près. Et donc, on peut avoir une maladie auto-immune et ne pas avoir un terrain auto-humain, bien que le risque d'avoir un terrain auto-humain est beaucoup plus important chez une personne qui a déjà une maladie auto-immune que chez une personne qui a un système immunitaire qui fonctionne très bien. Alors pourquoi on pourrait avoir une maladie auto-immune sans pour autant avoir un terrain auto-humain? Parce que on pourrait avoir une cause génétique à cela. Donc il pourrait y avoir par exemple un diabète type 1. Bon, un diabète type 1 prédispose aussi, et les études cohortes existent sur le sujet, ça prédispose à tout un tas d'autres maladies auto-immunes. Mais une personne qui a un diabète type 1 pourrait aussi vivre toute sa vie avec ce diabète type 1 sans pour autant avoir d'autres problématiques auto-immunes, d'autres maladies auto-immunes. Pour une raison simple, c'est que il y a aussi un style de vie, une exposition au stress, une qualité de sommeil, de l'alimentation, une exposition à de la pollution ou pas, etc. Donc tout ça, d'activité physique,
va permettre de soit protéger donc la personne, soit d'aggraver sa situation et de transformer cette maladie auto-immune en un terrain auto-humain. Ok, donc un autre exemple, vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui a une maladie de Crohn et qui ensuite va avoir quelques années plus tard une thyroïdite auto-immune, et puis quelques années plus tard, il peut avoir un diabète type 2 auto-humain ou un diabète type 1 aussi auto-humain, et ainsi de suite. Donc c'est des choses que je pense, pour certains d'entre vous qui travaillent dans ce domaine, connaissaient très bien déjà. Donc, on parle de terrain auto-humain et la problématique, la vraie problématique, ça n'est pas la maladie auto-immune en tant que telle, en tant que maladie. Ça peut être géré plus ou moins. La vraie problématique, c'est l'évolution de cette maladie vers d'autres formes de maladies auto-immunes, vers en gros un terrain auto-humain. OK. Donc, quelles sont les causes potentielles de, de ce dérèglement auto-humain? Vous avez différentes hypothèses et vous n'avez que des hypothèses. Il n'y a aucune maladie auto-immune où on sait avec exactitude, preuve à l'appui, quelle est la cause ou quelles sont les causes qui sont derrière l'apparition de cette maladie. Donc, bien sûr, on a toujours la cause génétique qui est là, ce qui est tout à fait normal. Pour la plupart des maladies auto-immunes, on a des études, ce qu'on appelle des GWAS, Genome-Wide Studies, qui sont des études qui font des liens entre un certain nombre de polymorphismes génétiques, de variations génétiques, de mutations génétiques et l'apparition de différentes maladies, y compris des maladies auto-immunes dans la population générale. Et donc là, on a toujours des liens entre un certain type de mutation et un certain nombre de maladies auto-immunes. Maintenant, mis à part l'hypothèse génétique qui, elle, est avérée et qui n'arrive pas à expliquer la majeure partie des maladies auto-immunes, parce que la majeure partie des maladies auto-immunes ne peuvent pas être expliquées génétiquement, parce que ceux qui les ont n'ont pas la prédisposition génétique pour ça. Donc, dans ce sens, vous avez donc l'hypothèse microbienne, où là, c'est soit viral, soit bactérien, soit les deux, soit un autre type de micro-organisme, etc. Donc là, c'est vraiment une infection. Ça n'a pas, c'est-à-dire ça n'a pas de lien direct avec l'intestin. On ne parle pas ici de microbiote, on parle vraiment d'infection qu'on trouve au niveau du tissu en question. Ça, c'est une hypothèse aussi qui est très plausible et qui se recoupe aussi avec la deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse intestinale. L'hypothèse intestinale renferme ici à la fois la dysbiose, un déséquilibre du microbiote intestinal, mais aussi l'hyperperméabilité intestinale. Ça, ce sont deux choses qui fonctionnent ensemble. Donc, l'hyperperméabilité qui fait qu'il y ait un certain nombre de toxines, voire même de micro-organismes qui peuvent passer au niveau de la circulation générale. Et la dysbiose, bien sûr, c'est un déséquilibre qui peut être plus ou moins profond au niveau du microbiote et qui pourrait se définir globalement, même si dysbiose tout court comme ça ne veut rien dire. On a beaucoup de types de dysbiose. Donc ici, les dysbioses pourraient se définir en un déséquilibre entre des espèces bactériennes, plus globalement microbiennes, ça profite versus des espèces pathogènes. Et on a dans beaucoup de cas, surtout les patients qui souffrent de maladies auto-immunes depuis un bon moment, on a toujours des dysbioses là-dessus, hein, soit des dysbioses modérées ou des dysbioses très avancées. Ça existe et c'est très, très fréquent. Vous avez aussi l'hypothèse toxique. Et là aussi, donc, l'hypothèse toxique se recoupe aussi avec les deux précédentes hypothèses. Donc, quand on dit hypothèse toxique, bon, bah, la toxicité, bon, c'est des molécules toxiques, ça vient d'où? Ça peut venir, bien sûr, de l'intestin, certainement, et ça peut venir aussi
si l'hypothèse microbienne est avérée, ben, ça peut venir de ces micro-organismes pathogènes qui sévissent dans le tissu en question. L'hypothèse inflammatoire, ça c'est une hypothèse, ce qu'on appelle aussi l'hypothèse du stress métabolique. Donc là, vous pouvez mettre dedans, c'est un petit peu une hypothèse fourre-tout. Vous pouvez mettre l'inflammation, le stress oxydatif, stress glycant, tout un tas de trucs. Ça reste une hypothèse qui est un petit peu faible par rapport aux autres hypothèses en termes de preuves ou de niveau de preuve, mais bon, ça s'explique très bien par le fait que un stress métabolique trop important dirigé contre un tissu ou une partie d'un tissu pourrait altérer ce tissu, donc la structure de ce tissu, de telle sorte à ce que le système immunitaire va le considérer comme étant un tissu ennemi. Bon, comme je vous disais, c'est un petit peu, ici, quand je vous dis c'est une hypothèse un petit peu faible, c'est pas par raisonnement, c'est par preuve par rapport à toutes les données qui existent. Et puis, vous avez l'hypothèse immunitaire aussi. Dans l'hypothèse immunitaire, on peut avoir aussi ici, par exemple, une prédisposition génétique, voire épigénétique, à une accélération dans la production et la fonction cytotoxique des lymphocytes T. Donc ça peut être expliqué de cette façon. Donc, soit c'est une prédisposition génétique propre pour les lymphocytes T, et notamment les TH1, soit une prédisposition épigénétique. Donc, il existe encore des études là-dessus, pas chez l'humain, mais chez les rats, qui démontrent aussi qu'on peut avoir un épigénome en rapport surtout avec les lymphocytes TH1 et TH17, qui pourraient expliquer pourquoi ces lymphocytes-là s'emballent trop par rapport à quelqu'un d'autre qui n'a pas ce genre de prédisposition-là. Et puis, vous avez d'autres explications aussi autour de ça, et je ne vais pas vous emmerder avec ce genre d'explications un peu complexes, moléculaires. En tout cas, retenez juste qu'il y a une hypothèse immunitaire que ça pourrait être intrinsèque à la fonction des lymphocytes T que d'avoir cette prédisposition à l'auto-immunité. Et puis, bien sûr, comme je vous disais, l'hypothèse génétique qui chapeaute tout le reste. Alors, quelle est l'hypothèse la plus avérée? Il y en a pas, en fait. Il n'y a pas d'hypothèse qui est plus avérée que d'autres. On a peut-être des hypothèses sur lesquelles on a plus de preuves que d'autres. Mais bon, peut-être qu'il suffit d'attendre que dans quelques années, on aura un peu plus de données sur telle ou telle hypothèse. Donc, c'est pas encore très clair. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces hypothèses-là se recoupent et fonctionnent ensemble. Donc, on devrait, dans une intervention, une prise en charge, on devrait les considérer telles qu'elles sont et on devrait considérer que toutes ces hypothèses-là sont valables et que ça fonctionne ensemble et ça se recoupe, comme je vous disais. OK, d'accord. Donc, sinon, alors je vois qu'il y a des questions. Je vais pas m'aventurer à répondre aux questions maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde et il pourrait y avoir une avalanche de questions d'un coup. Donc, je vais laisser ces questions à la fin et donc je vais essayer de continuer. Alors, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, ça c'était juste une petite introduction. Donc là, je vous ai mis, on va dire, les cibles les plus importantes à utiliser dans une approche globale de prise en charge d'une maladie auto-immune. Bien sûr, je ne parle pas ici d'une prise en charge médicale. Ça, le médecin traitant fait
ce qu'il fait d'habitude par rapport à ces différentes maladies auto-immunes. Ici, je vous parle d'une approche micronutritionnelle intégrative. Donc, la perméabilité intestinale, bon, ça c'est déjà une problématique. Alors, dedans, il y a aussi donc la dysbiose. Hein, donc, je ne vais pas énumérer toutes les cibles comme ça, une par une, parce qu'on n'aura pas de toute façon le temps de discuter de tout ça. Et bien sûr, il y a des cibles qui sont liées les uns avec les autres, comme la perméabilité et puis la dysbiose, hein, je les mets ensemble. La détoxification et l'élimination, ça c'est pour l'hypothèse toxique. Donc c'est très important. Et il y a c'est relativement rare, mais il y a certaines études génétiques sur des enzymes de la détoxification, notamment phase 2, pardon, mais aussi apparemment phase 1, qui pourraient avoir des liens, c'est-à-dire ça montre que le déficit, surtout au niveau de la phase 2, pourrait avoir des liens avec une augmentation du risque d'avoir un terrain auto-humain. Sinon, donc l'inflammation. Bon, l'inflammation, c'est, comme je vous disais, en rapport avec l'hypothèse inflammatoire, mais c'est surtout ici parce que c'est une conséquence tout simplement de l'auto-immunité. Donc, on a beaucoup d'inflammation et donc beaucoup de stress métabolique et donc beaucoup de destruction encore plus du tissu en question. L'immunomodulation, là, on a un ensemble de composants qui sont immunomodulateurs. Vous avez la plupart des micronutriments qui sont des immunomodulateurs, mais vous en avez certains qui sont beaucoup plus directs dans leur effet sur l'immunomodulation. Je vais vous donner quelques notions par rapport à ça. On a aussi des immunostimulants. Ça, c'est un sujet qui est beaucoup moins connu, un petit peu plus complexe à traiter, mais on a certains composants qu'on ne devrait pas donner dans le cas d'une maladie auto-immune ou d'un terrain auto-humain, qu'on devrait éviter, notamment des champignons. Pas que, mais on va voir. Et puis, il y a l'alimentation aussi. On a différents protocoles d'alimentation par rapport à l'auto-immunité. Et je vais vous donner quelques notions là-dessus. Et puis, il y a les carences micronutritionnelles, et ça aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ici sur l'immunomodulation, sauf qu'ici, je vais vous présenter quelques études dans ce sens, et on finira vers la fin par des exemples là sur des maladies auto-immunes comme Hashimoto, par exemple. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel je vais vous donner un certain nombre de données intéressantes. Donc, parlons un petit peu de l'intestin. Pourquoi l'intestin est très important dans tout ce qui concerne les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes et même le cancer, et dégénératives, et maladies dégénératives aussi. Parce que vous avez d'une part le plus gros du microbiote qui est situé dans les intestins. Alors, on a à peu près 5% du microbiote qui se situe dans l'intestin grêle, et puis 90% plus ou moins qui se situe dans le côlon, et il reste là 5% qui se situe partout ailleurs dans l'organisme. Donc au niveau de la bouche, au niveau des branches, au niveau des poumons, de la vésicule biliaire, de la vessie, etc., des cheveux, de la peau, des muqueuses en général, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste 5%. Et donc, si on prend le côlon et le grêle, là, vous avez 95% du microbiote. Le grêle est plus important parce que dans le grêle, on a beaucoup plus de perméabilité. Sauf que cette différence qu'on a entre le grêle et le côlon au niveau de la quantité de microbes qu'on a, au niveau de la charge microbienne, fait que malgré que dans le côlon, on absorbe très très peu,
eh bien, le fait qu'il y ait une charge microbienne énorme dans le côlon fait que on arrive quand même à absorber un tout petit peu de ces toxines qui sont produites au niveau du côlon. Si le microbiote n'est pas dominé par des espèces saprophytes. Et donc ici, selon ce que vous pouvez voir ici, et puis dernière chose aussi, par rapport, donc on a dans la lumière intestinale, donc à l'extérieur de l'organisme, on a le microbiote, comme je vous disais, et puis à l'intérieur, juste en face, vous avez à peu près 80% des cellules du système immunitaire qui sont juste là, planquées derrière la barrière intestinale au niveau du dernier tiers du grêle. Pourquoi au niveau du dernier tiers du grêle? Parce que c'est là où on absorbe le plus de nutriments, de molécules, etc. C'est là où il y a le plus d'échanges. Voilà, et donc c'est pour ça que l'intestin est extrêmement important, sans en plus parler du fait qu'il y a un système nerveux entérique qui est là, et ainsi de suite. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent. Ce qui nous intéresse ici à bien comprendre, c'est que vous avez un ensemble d'entérocytes. On parle d'entérocytes souvent comme si c'était des choses un petit peu homogènes. Alors, ce n'est pas du tout des cellules homogènes. Il y a différents types d'entérocytes. Et parmi ces types d'entérocytes, on a des cellules qui sont responsables notamment de la sécrétion du mucus, qui sont représentées ici par ces trucs rouges ici que vous voyez. Et puis, on trouve aussi les entérocytes qui sont responsables de la production d'enzymes, par exemple les sucs, ce qu'on appelle le suc intestinal, les enzymes qui dégradent des disaccharides, par exemple, ou des petits peptides, etc. Et puis, vous avez aussi des entérocytes qui sont plutôt responsables de l'absorption des nutriments et des molécules qui se trouvent dans la lumière intestinale. Donc, ce que l'on appelle le syndrome de l'intestin perméable ou le leaky gut, c'est une destruction d'une partie de l'intestin. Donc, une destruction qui commence en général d'abord par ce que l'on appelle les jonctions serrées. Donc, une jonction serrée, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'espace qu'il y a entre ces différents entérocytes. Donc, juste pour rappel, on a une monocouche de cellules épithéliales qui tapissent l'intestin. Donc, une monocouche, ça veut dire 0,0, je ne sais plus si c'est 0 ou 0,025 mm d'épaisseur. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. D'où un ensemble de mécanismes qui permettent de protéger ces entérocytes. Et donc, entre chaque entérocyte et l'entérocyte d'avant ou d'après, vous avez des espaces qui s'appellent les jonctions serrées. Ces jonctions serrées sont fermées à clé. À clé, c'est-à-dire avec un complexe protéique qui permet de fermer tout ça. Et vous avez une clé qui s'appelle la zonuline qui ouvre ce complexe-là, comme vous pouvez le voir ici. C'est une représentation d'une jonction serrée ouverte. Okay. Alors, ça, c'est on va dire, le premier niveau de la perméabilité intestinale, c'est que les jonctions serrées s'ouvrent et se referment de façon réversible parce qu'il y a des agents ou des molécules qui permettent de stimuler la synthèse de la zonuline au niveau de ces entérocytes. C'est d'une part, mais une autre phase un peu plus avancée, vous avez donc une destruction complète des complexes protéiques qui ferment les jonctions serrées. Et puis, à un niveau un peu plus avancé, vous avez une destruction complète ou partielle d'un certain nombre d'entérocytes. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas des jonctions serrées qui sont détruites, mais les entérocytes eux-mêmes. OK. Et puis, vous avez un ensemble de facteurs qui causent cette destruction de la barrière intestinale, donc notamment un certain nombre de médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple. Ceux-là sont les plus impactants.
Il diminue par différents moyens, notamment en diminuant la synthèse ou la production du mucus. Qu'en fait, le mucus, c'est ce qui permet de protéger les entérocytes. Donc, ça crée aussi des ouvertures au niveau des jonctions serrées. Vous avez un certain nombre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui se fixent sur un récepteur qui permet la production de la zonuline et donc l'ouverture des jonctions serrées aussi. Vous avez aussi des polluants, même des nutriments comme par exemple le gluten, les fragments de gliadine ou un certain nombre de fragments de caséine aussi qui peuvent faire la même chose, donc ouvrir les jonctions serrées aussi, les infections aussi, ou la prédominance, donc les dysbioses en général, prédominance de un certain nombre d'espèces pathogènes aussi. Le stress aussi, quand on dit le stress, c'est-à-dire la défaillance au niveau de l'activation par le nerf vague au niveau des intestins. Et donc la prédominance sympathique produit ça, donc ce que fait le stress ou le manque de sommeil, etc., etc. Donc là, vous avez quelques études. C'est vraiment quelques études. Il y en a un bon paquet qui font le lien entre un certain nombre de maladies auto-immunes et soit les dysbioses, soit l'hyperperméabilité intestinale. Et ici, on parle pas forcément toujours de syndrome de leaky gut ou de syndrome d'intestin perméable. Bon, il y a bien sûr ça, mais il y a aussi tout ce qui est altération de la perméabilité intestinale, pas forcément ce syndrome de l'intestin perméable qui est un petit peu, on va dire, une phase un petit peu plus avancée au niveau de la perméabilité intestinale. Ok, donc bon, vous pouvez chercher les références et regarder dessus. Donc vous avez ici le lupus, vous avez par exemple la spondylarthrite ankylosante ici, également normalement oui diabète type 1. Ce que j'avais mis, oui, ça c'est la sclérose en plaques, et puis il y a un tas d'autres, voilà, polyarthrite rhumatoïde, et n'importe quelle thyroïdite d'Hashimoto, n'importe quelle maladie auto-immune, vous pourrez toujours, en cherchant, trouver euh, plusieurs études qui relient l'intestin avec ces maladies auto-immunes. Donc c'est vraiment ici une cible extrêmement importante à utiliser. Dysbiose et perméabilité intestinale, ici, ont été associés, comme je vous disais, dans différentes maladies. Alors, vous avez aussi une maladie auto-immune qui est la thyroïdite d'Hashimoto, dont le lien avec l'intestin et le microbiote est très, très avéré, et surtout avec la consommation de gluten. Vous avez une rémission, parfois des rémissions spectaculaires d'Hashimoto, juste en arrêtant le gluten et le lait, uniquement. Bon, parfois, c'est pas suffisant, ou je dirais, dans une bonne partie des cas, c'est pas suffisant, mais ça produit une amélioration très significative de l'état général. Vous avez donc aussi des études qui font le lien entre donc la composition du microbiote, et là sans rentrer dans les détails des compositions de microbiomes, etc., au niveau intestinal. Donc vous avez de toute façon un déficit en lactobacillus et en bifidobacterium associé avec un tas de maladies auto-immunes aussi. Également, donc, vous avez le B. fragilis aussi, qui est très très lié avec peut-être quelques dizaines de maladies auto-immunes aussi au niveau intestinal. Et bien sûr, le lien avec l'invasion par B. fragilis s'explique, et les maladies auto-immunes s'expliquent par le fait que B. fragilis augmente drastiquement la perméabilité intestinale. Donc, c'est un des facteurs majeurs du syndrome de l'intestin perméable. OK. Il y a aussi donc ça c'est une information par rapport à donc la dysbiose au niveau de l'estomac, pour vous dire que c'est pas juste l'intestin.
On peut avoir aussi des dysbioses au niveau de l'estomac, mais en général, quand on a des dysbioses au niveau de l'estomac, comme par exemple infection à H. pylori, on a forcément et certainement une dysbiose au niveau intestinal. Ça, c'est certain. Et donc là, c'est lié notamment, dans les études qui existent, c'est lié déjà à des maladies auto-immunes thyroïdiennes et du pancréas, entre autres. Pour la sclérose en plaques, par exemple, vous avez une étude qui rapporte qu'il y a un quart des patients qui sont atteints de sclérose en plaques ont une hyperperméabilité intestinale, donc avec des marqueurs, avec des marqueurs biologiques, copro. OK. Alors ici, c'est des propositions de solutions. Après, il peut y avoir d'autres solutions aussi, mais comme on n'a pas trop le temps ici, on va voir des exemples de ce qui marche. Et sur ce, on a des études. Donc là, par exemple, vous avez les symbiotiques. Donc symbiotique, tout ce qui est probiotique et postbiotique en général. Là, ça fonctionne relativement bien. Et la supplémentation aussi en probiotiques, vous avez un certain nombre d'espèces bactériennes qui sont intéressantes dans le cas d'un certain nombre de maladies auto-immunes. Donc les lactobacillus, notamment Helveticus, par exemple, Acidophilus, Reuteri aussi. Donc, tout ça, c'est des espèces qui sont associées avec la perméabilité intestinale et qui ont été étudiées dans le cadre de certaines maladies auto-immunes, notamment diabète type 1, notamment Hashimoto. Les bifidobacterium, notamment lactis, et puis les streptococcus, surtout thermophilus. Ce sont à peu près, on va dire, les souches qui sont les plus étudiées. Il peut y avoir d'autres souches sur lesquelles on a plutôt des études in vitro, des études chez l'animal, qui peuvent aussi être intéressantes. Dans le cas aussi d'hyperperméabilité intestinale, voire de dysbiose aussi, on a besoin d'anti-inflammatoires, sauf qu'ici, alors il y a vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre par rapport aux maladies auto-immunes, c'est que bien sûr les maladies auto-immunes produisent beaucoup d'inflammation. Par contre, on ne peut pas utiliser n'importe quel anti-inflammatoire. Donc là, par exemple, les oméga 3 sont excellents. On va les voir tout à l'heure comme étant des immunomodulateurs extrêmement puissants pour les maladies auto-immunes. Ça, c'est très bien, mais en même temps, ils ont des effets anti-inflammatoires. Donc là, je vous mets des dosages moyens, mais bon, on peut utiliser d'autres dosages. Donc 500 mg, ça peut être 1 gramme, ça peut être 2 grammes d'oméga 3 en fonction du nombre de maladies auto-immunes que le patient a, que si c'est un terrain auto-immun ou pas, l'ancienneté de la maladie et tout ça, l'état du patient. Vous avez un autre anti-inflammatoire qui est excellent, la forscoline, donc qui provient du forscolis. Là, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a quelques études qui montrent que ça n'aggrave pas la situation parce que vous avez aussi beaucoup d'autres alcaloïdes et polyphénols qui peuvent stimuler les lymphocytes T et qui sont connus, sur lesquels on a beaucoup d'études in vitro, comme étant des stimulants de l'activité cytotoxique des lymphocytes T. Et ça, c'est très problématique. Maintenant, dans la réalité, dans la pratique, ça ne veut pas dire forcément que à chaque fois que vous allez utiliser ce composant-là, que ça va avoir forcément une aggravation. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas avec les processus auto-humains. Un patient qui a l'habitude, par exemple, de prendre, admettons, un antioxydant ou un anti-inflammatoire, un polyphénol, par exemple, il le prend, ça le soulage, c'est très bien. Et puis, à un moment donné, il y a une aggravation, on ne comprend pas pourquoi, qui est due à la prise du polyphénol en question. Donc, il faut faire attention avec. Ça ne veut pas dire que puisque ça fonctionne maintenant et puisque ça a fonctionné avant, que ça va continuer de fonctionner de la même façon. C'est quelque chose de très important. Ici, je vous mets que
ce qui est sécuritaire. Donc, les oméga 3, forscoline, même si c'est un peu difficile d'en trouver, mais bon, c'est quand même un bon composant pour les maladies auto-immunes, et la curcumine. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très bien, qu'on peut utiliser. On peut même utiliser au-delà de 1 gramme, 3 grammes, 4 grammes, lorsqu'il y a des crises aiguës. Et ça s'utilise principalement dans les cas de maladies rhumatismales, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, mais pas que. Donc ça peut être utilisé sur une large gamme de maladies auto-immunes. Sauf que quand on utilise au-delà de ce dosage, il faut, au-delà des 1 gramme, il faut que ça soit sur une courte période. Donc ça correspond un petit peu à quelques jours, donc à la durée de la phase aiguë, on va dire. OK. Et bien sûr, là, on a besoin de régénérer la muqueuse intestinale avec un certain nombre d'acides aminés, comme par exemple l'arginine, l'ornithine, la lysine. On peut rajouter aussi la citrulline. Ce sont des acides aminés qui sont, là par exemple l'arginine et l'ornithine, et avec la citrulline, c'est les acides aminés du cycle de l'urée. Cycle de l'urée qui est impliqué dans la régénération de, on va dire, la totalité des tissus de l'organisme. Et donc, c'est l'ornithine comme étant un précurseur des polyamines aliphatiques, qui sont les régénérateurs des tissus en général, et puis l'arginine, précurseur de l'oxyde nitrique, inducteur de l'apoptose notamment. Donc, comme je vous disais au début, au niveau des processus de régénération, on a à la fois la mort cellulaire programmée et la prolifération. Et donc là, vous avez, on va dire, les deux. La lysine est aussi un précurseur de polyamine aliphatique, mais ça se transforme plutôt au niveau du microbiote. Vous avez le zinc carnosine qui est excellent à la fois pour la muqueuse de l'estomac et pour la muqueuse aussi intestinale. Zinc carnosine, donc, ou alors le zinc tout court. Mais le zinc carnosine apporte un plus par rapport au zinc uniquement. Ça, c'est une forme qui est bien optimisée pour la régénération des muqueuses et donc là, pour la régénération de la muqueuse intestinale, bien entendu. Et donc, dernière chose par rapport à ça, il faut faire attention, bien entendu, à la glutamine. C'est cancérogène et dans le cas d'une maladie auto-immune ou d'un terrain auto-immun, ben, il y a un risque important de cancer aussi. Okay. Donc, c'est très connu les liens qu'il y a entre auto-immunité et cancérogénèse. Donc, quelqu'un qui a un terrain auto-immun, peut-être pas une maladie auto-immune uniquement, mais un terrain auto-immun est vraiment un terrain qui est propice à la cancérogénèse. Cancérogénèse ne veut pas dire cancer, bien entendu. Il y a un tas d'autres mécanismes qui vont venir réguler, qui vont venir réparer l'ADN et ainsi de suite pour empêcher ça. Mais puisque le système immunitaire est, on va dire, une partie du système immunitaire est occupée sur ces processus auto-humains, ben, il pourrait y avoir un processus de cancérogénèse qui se développe en cancer. Donc, en tout cas, éviter la glutamine, bien que, bien sûr, l'effet de la glutamine est très, très puissant, et puis aussi le fait sur la régénération intestinale, et puis le fait qu'il y ait aussi un effet dose également, et un effet sur la durée également. C'est pas juste la glutamine en elle-même. Le risque augmente quand la dose est élevée et quand la durée de prise est plus importante, bien entendu. Bon. Des antimicrobiens si nécessaire. Ici, on utilise en général des antimicrobiens quand il y a une dysbiose avancée. Une dysbiose avancée, c'est SIBO, IMO, SIFO, candidose, etc. Donc, ce genre de dysbioses qui sont très difficiles à traiter. Là, on peut utiliser des antimicrobiens, voire des antibiotiques, des antifongiques aussi.
Et éviter bien sûr les inducteurs de la zonuline, c'est-à-dire c'est ce qui permet à la zonuline d'être synthétisée au niveau des entérocytes, donc le gluten et donc tout ce qui contient du gluten, le lait, et là on parle des fragments de caséine en fait, et donc on parle des produits laitiers en général. Ah, bien sûr, il y a les produits laitiers fermentés qui sont moins problématiques ici, mais vous allez voir dans la diète que je vais vous proposer après, on élimine même les produits laitiers fermentés, du moins sur une certaine période. Tout ce qui est à base de soja ou dérivés, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, c'est les principaux composants qui vont produire une ouverture des jonctions serrées. Ça, c'était pour l'intestin, le microbiote. Optimiser la détoxification et l'élimination. Bon, vous avez des protocoles classiques de détoxification et je pense que tout le monde sait comment on améliore un petit peu la fonction rénale, la fonction hépatobiliaire. Donc, c'est des choses relativement basiques. Donc, N-acetylcystéine, euh, sélénium, organosoufré et pamplemousse, ça c'est pour la détoxification hépatique. Alors, pour le N-acetylcystéine comme précurseur du glutathion, la glycine est un autre acide aminé qui pourrait être limitant à la synthèse du glutathion, mais uniquement lorsqu'il s'agit de dénutrition, donc personnes dénutries, personnes âgées, personnes à constitution fragile. Donc, ça c'est globalement où la glycine pourrait avoir un intérêt, surtout dans le cas, par exemple, des maladies auto-immunes. En général, c'est des personnes qui ont euh, toujours des problématiques d'ordre nutritionnel et qui font aussi beaucoup de restrictions alimentaires, etc. Donc, dans ces cas-là, on pourrait, en plus de la N-acetylcystéine, rajouter de la glycine. Et vous avez des produits d'ailleurs qui combinent les deux. Sinon, stimuler tout simplement les émonctoires, organes d'élimination, les reins principalement, et la fonction hépatobiliaire avec, il y a les aliments, les plantes, etc., les liquides, l'eau, et ainsi de suite. Pour l'inflammation, il y a un ensemble de choses qu'on peut faire aussi, mais comme je vous disais, on peut utiliser par exemple les oméga 3 surtout. Donc là, les oméga 3, c'est ce qu'on peut utiliser sans problème en supplémentation. Sinon, tout le reste, on l'utilise à partir des aliments. Donc, diminuer l'inflammation et la perméabilité intestinale, comme on l'a vu déjà avant, ça se recoupe aussi. Donc, quand on améliore l'état de l'intestin et du microbiote, l'inflammation diminue aussi également. Corriger les carences micronutritionnelles, pareil. Et puis, les carences micronutritionnelles, principalement ici, on parle de zinc, de vitamine D. Ce sont, et puis les vitamines du groupe B, là, ce sont les carences les plus impactantes sur le niveau d'inflammation. Également, enlever tout ce qui est aliments qui pourraient produire des sensibilités, des intolérances. Là, on a parlé de deux types ou deux catégories d'aliments à enlever systématiquement, donc les laitages et les céréales à gluten. On va voir après que même les céréales sans gluten pourraient poser problème et qu'on les enlèverait pendant une certaine période. On va voir ça juste après. Optimiser le sommeil, activité physique, gestion du stress. Donc ça, c'est aussi des notions du style de vie qui sont très basiques, mais qui sont extrêmement impactantes sur le plan qualité de vie de la personne qui a un terrain auto-humain. Donc bien sûr, là, sans rentrer dans les détails, donc sommeil et gestion du stress, ça c'est en rapport avec les neurotransmetteurs, entre autres. Et puis l'activité physique, c'est en général une activité physique normale, en fait, telle qu'on fait, telle que tout le monde pourrait en faire, comme la marche ou le vélo ou la course à pied, mais que ça soit aérobie. Donc, quand on dit que c'est aérobie, ce qu'on pourrait aussi appeler, une appellation un peu grand public, du cardio, par exemple. Et, mais c'est pas le type d'activité physique ou d'exercice physique qui est le plus important ici.
c'est ce que ça induit au niveau physiologique. C'est-à-dire que ça devrait être tout simplement d'intensité légère à modérée, que la personne ne se fatigue pas trop, qu'elle transpire bien, que ça ne soit pas une activité physique compliquée à faire pour la personne, et parce qu'ici on part sur une activité physique qui va être faite sur le très long terme. Donc il va falloir choisir, ou en tout cas c'est surtout laisser la personne choisir l'activité physique qui lui convient le plus. Et puis bien sûr, on peut faire aussi plusieurs activités physiques hein, si la personne désire de changer entre différentes activités physiques. Donc, au niveau de l'immunomodulation, là, je vous mets les composants qui sont les plus intéressants qu'on peut utiliser dans le cas d'auto-immunité et qui ont démontré à la fois des effets sur un certain nombre de maladies auto-immunes et aussi sur lesquels il n'y a pas de données comme quoi ça pourrait exacerber le processus d'auto-immunité. Okay. Donc, vous avez notamment la berbérine. Berbérine, pas uniquement forcément dans tout ce qui concerne le diabète type 1 ou type 2. Okay, pas uniquement ça, mais ça peut agir, ça peut être intéressant pour les thyroïdites auto-immunes, par exemple, pour la sclérose en plaques, pour un tas de choses. C'est aussi un excellent antimicrobien au niveau intestinal. Donc ça pourrait être bien dans les cas où il y a une dysbiose avancée. Donc on peut utiliser la berbérine et en même temps avoir cet effet à la fois sur la résistance à l'insuline, sur les lipides, mais surtout aussi sur les différents processus auto-humains. Donc vous avez aussi une autre plante qui est très peu connue, Tripterigium wilfordi. Ça, c'est une plante extrêmement intéressante pour tout ce qui est maladie rhumatismale auto-immune, type par exemple pour les arthrites rhumatoïdes. Là, c'est excellent. 40 mg, c'est une dose moyenne. Par contre, cette plante est relativement toxique. Ça fait augmenter, au bout de quelques semaines de prise, ça fait augmenter les enzymes hépatiques. Donc, il faut faire très attention avec ça et surveiller les enzymes hépatiques. Okay. Ce dosage-là, c'est un dosage étude. Hein. Donc, 40 mg, c'est un dosage qui est équivalent au méthotrexate qu'on utilise, si ma mémoire est bonne, sur les quelques essais cliniques qui existent, qui comparent ce dosage, qui est un dosage journalier de cette plante, 40 mg, et compare avec 12,5 mg de méthotrexate par semaine. Okay. Et donc là, il y a un effet équivalent au niveau des marqueurs et au niveau clinique. Par contre, comme je vous disais, faire extrêmement attention par rapport aux enzymes hépatiques. Ça a tendance à monter relativement vite. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, tout ça, on l'utilise de façon alternée. Hein. Donc là, on peut faire 4 semaines, par exemple, et faire un arrêt de 1 ou 2 mois et revenir avec encore 4 semaines et ainsi de suite. Et il faut faire très attention chez les patients qui ont déjà tendance à avoir des problèmes hépatiques, des enzymes hépatiques qui sont déjà élevées ou qui ont tendance à augmenter plus facilement, etc. Bon. Donc, en tant que plante adaptogène, vous avez notamment la ashwagandha, la boswellia, le gingembre, le curcuma. Ça, c'est aussi relativement bien. L'ashwagandha, pas uniquement par rapport, parce que souvent on l'utilise pour les hypothyroïdies, donc pas uniquement par rapport aux maladies auto-immunes de la thyroïde, mais ça peut fonctionner, très bien fonctionner aussi pour un ensemble d'autres maladies auto-immunes. Le plus important ici, c'est d'éviter de donner de l'ashwagandha lorsqu'il s'agit d'une hyperthyroïdie. En général, ça fait rien du tout. Au contraire, ça pourrait même améliorer les hyperthyroïdies. Par contre, il se pourrait que
chez certaines personnes que ça aggrave encore plus l'hyperthyroïdie. Donc, il faut faire attention avec les hyperthyroïdies. Donc, c'est pas encore très clair. Ok, boswellien, ça c'est un truc qu'on utilise le plus souvent dans tout ce qui est maladies inflammatoires articulaires, y compris les maladies auto-immunes, rhumatismales en général. Thé vert, pareil, ça, l'épigalocatéchingalate qu'il contient peut très bien fonctionner comme immunomodulateur sur un ensemble de maladies auto-immunes. Le gingembre, la curcumine, j'en avais déjà parlé avant. Le saule blanc, c'est une plante qui contient un précurseur de l'acide salicylique, l'acide salicylique, pardon, donc la salicyline, qui est un précurseur de l'acide salicylique. Okay. Donc là, c'est juste l'effet anti-inflammatoire. Ça n'a pas d'effet sur le processus auto-humain en tant que tel. C'est juste l'effet anti-inflammatoire qui est quand même un effet sécuritaire et intéressant. Il y a quelques études où on utilise cette salicyline, qu'elle vienne du sol blanc ou d'autres plantes, mais ça a tendance à fonctionner relativement bien sur l'inflammation, comme je vous disais, pas sur le processus auto-humain en tant que tel. Tout le reste, donc y compris la racine d'ortie, tout le reste a des explications par rapport à des mécanismes d'action potentiels sur le processus auto-humain. Okay. Sinon, vous avez donc les micronutriments, et là, c'est plus... alors, il y a certains micronutriments qu'on peut utiliser même s'il n'y a pas de carence et qui donnent des effets intéressants en cas d'auto-immunité directement. Et donc là, c'est la vitamine D en gros, le zinc, le sélénium, les oméga 3. Ça, c'est globalement ce qui a un impact direct beaucoup plus important. Et puis le reste, ce sont des nutriments qui vont avoir des effets plus ou moins intéressants juste lorsqu'il y a des carences et qu'on corrige ces carences-là. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler des cofacteurs directs et des cofacteurs indirects. Les cofacteurs directs, c'est comme je vous disais, ce qui pourrait même fonctionner même lorsqu'il n'y a pas de carence, et les cofacteurs indirects, c'est ce qui pourrait fonctionner uniquement lorsqu'il y a des carences et qu'on corrige ces carences-là. Ok, donc ça, ce sont des composés intéressants. Après, bien sûr, il y a tout un travail à faire sur la littérature, ce que je ne peux pas vous présenter ici, parce que ça prend beaucoup de temps, mais de voir quels sont les composants précis pour telle et telle maladie auto-immune. Mais comme je vous disais, tous ces composants fonctionnent sur le processus d'auto-immunité. Comme au départ, j'ai bien expliqué qu'il y a un seul processus auto-humain. Il n'y en a pas 36 000. Et que peut-être un certain nombre de ces composants seraient plus intéressants dans telle maladie auto-immune par rapport à d'autres, parce que il y a des conséquences différentes entre les différentes maladies auto-immunes. Alors, les immunostimulants, où là, il faut faire très attention. Vous avez un certain nombre de champignons qui sont des immunostimulants. Alors, souvent, on dit immunomodulateurs, mais ça, c'est tout simplement ne pas comprendre la différence entre immunomodulateur et immunostimulant. Un immunomodulateur, c'est souvent un régulateur à la hausse ou à la baisse de la fonction immunitaire. Donc, il y a un certain nombre de voies métaboliques qui, lorsqu'elles sont ciblées par un composant, une plante, un nutriment, on dit ce composant est un immunomodulateur, ce qui est le cas par exemple des oméga 3 et de la vitamine D et du zinc par exemple. Par contre, on a un certain nombre de voies, et surtout des voies qui sont en rapport avec les lymphocytes T et les polynucléaires, notamment les polynucléaires neutrophiles, qui sont des voies
de stimulation qui stimulent non pas la production de ces cellules ou la différenciation de ces cellules, mais surtout leur fonction. Et donc là, c'est ce qu'on a avec un certain nombre de composants de principes actifs qu'on a dans ces champignons, comme le reishi, le Ganoderma lucidum, le shiitake, le cordyceps et d'autres champignons. En tout cas, ce qui est le plus clair, c'est sur ces champignons-là. Et puis, vous avez un certain nombre d'autres composants qui ne sont pas des champignons. Notamment le plus connu ici et le plus décrit, c'est l'acide alpha-lipoïque. Ce même acide alpha-lipoïque qu'on utilise à des doses de 500 mg, de 1 g, de 1,5 g, etc., qui est très utilisé. Là, il produit chez une catégorie de la population des processus auto-humains, surtout au niveau du pancréas. Donc d'ailleurs, on l'utilise dans la plupart des rapports de cas cliniques qui rapportent ce genre de problématiques en rapport avec l'acide alpha-lipoïque. On utilise l'acide alpha-lipoïque justement pour la neuropathie diabétique. Là, c'est un traitement de référence pour la neuropathie diabétique, mais il y a un certain nombre de mutations, il y en a 8 en tout, qui font qu'il y a une prédisposition à développer un diabète type 1 chez un diabétique type 2 qui prend sur le très long terme et en quantité relativement importante de l'acide alpha-lipoïque. Alors, dans ce sens-là, il y a eu un ensemble d'autres études qui ne sont pas du tout des études cliniques, des études un petit peu de recherche fondamentale qui se sont faites pour expliquer pourquoi on a cette tendance-là. Et donc, les hypothèses qu'ils donnent, c'est que tout simplement, ça fait classer tout simplement l'acide alpha-lipoïque parmi les immunostimulants. Donc, il faut faire très attention avec l'acide alpha-lipoïque quand on dépasse la dose de 200 mg par jour et quand on le prend sur le long terme. Donc, c'est normalement, on devrait le prendre sur quelques semaines, pas plus, et il faut qu'il y ait une indication très précise de ça. Donc, le fait de dire l'acide alpha-lipoïque est un antioxydant, mon patient a du stress oxydatif, je vais lui donner de l'acide alpha-lipoïque. Vous avez 36 000 autres antioxydants que vous pourrez donner, autres que l'acide alpha-lipoïque. Et donc, ça serait bien à ce moment-là de choisir un autre antioxydant que celui-ci. En tout cas, l'acide alpha-lipoïque est très problématique dans ce sens-là. Et il a été le plus décrit par rapport à l'auto-immunité, par rapport au diabète type 1. Mais ça ne veut pas dire que puisqu'on n'a pas de maladie auto-immune autre que ça qui est associée avec l'acide alpha-lipoïque, que tout va bien pour le reste. Peut-être qu'il suffit d'attendre et on aura d'autres études sur d'autres maladies auto-immunes. Les échinacées aussi. Ça, c'est pas du tout une bonne idée de donner des échinacées pour un patient qui souffre de maladies auto-immunes. C'est un puissant stimulant immunitaire et ça pourrait ça pourrait aggraver soit un processus auto-humain qui est en cours, soit en tout cas entretenir un terrain auto-humain. Ginseng, ginkgo, ça aussi, c'est des choses qu'il faut éviter. Il y a ici pour le ginkgo, ginseng, c'est relativement aussi controversé, mais comme je vous disais, pour la plupart de ces composants que vous avez ici, pour la plupart, c'est des immunostimulants. Vous pouvez très bien, en les recommandant aux patients, donc ne pas du tout avoir d'effets négatifs et même au contraire avoir un effet très positif sur l'état du patient. Mais à un moment donné, ça se passe toujours de cette façon. À un moment donné, il y a un changement au niveau de l'effet de ces composants. Parfois, on comprend que c'est dû à ça quand on sait, et parfois, on ne sait pas. Mais il y a toujours un moment donné, très probablement peut-être une défaillance immunitaire sur le long terme, ou peut-être une sensibilisation d'un certain type de cellules immunitaires par rapport à certains composants de ces plantes aux champignons, qui produit des effets d'aggravation ensuite donc du processus auto-humain.
Alors, vous avez aussi la vitamine C et certaines vitamines du groupe B, comme par exemple la vitamine B1 et la vitamine B12, qui sont un petit peu controversées par rapport aux maladies auto-immunes. Et donc, pour la vitamine C, c'est plus les doses très élevées qui peuvent, dans certains cas uniquement, parce que dans d'autres cas, ça fonctionne très bien sur les maladies auto-immunes. Donc, dans certains cas, ça peut produire une réaction auto-immune très forte. Ça a été aussi décrit. Et donc, comme je vous disais, la même chose pour les vitamines B1 et B12 également. Donc, il faut faire attention par rapport à ces vitamines-là, même si bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout les utiliser. Vous pouvez les utiliser, mais en tout cas, en connaissance de cause. Mis à part ça, donc vous avez l'alimentation. Donc, la partie alimentation, là, bon, il y a un ensemble de recommandations qui sont des recommandations classiques que tout le monde devrait adopter de toutes les façons, mais qui sont encore beaucoup plus importantes chez le patient qui a un terrain auto-humain. Donc, globalement, ça serait bien de faire des petits repas. Pas forcément de diminuer la quantité de ce qu'on mange, en gros de l'apport calorique, mais de diviser les repas, qu'il n'y ait pas de gros repas. Et ça, c'est tout simplement pour favoriser la digestion, ce qui pourrait induire une réponse auto-immune et inflammatoire, c'est le fait qu'il y ait un certain nombre de peptides ou de polysaccharides ou de liposaccharides qui pourraient induire donc ou aggraver encore, enfin, induire l'inflammation, voire aggraver le processus auto-immun, surtout chez les patients qui ont une hyperperméabilité ou ce type de composant qui n'a pas bien été dégradé au niveau du tube digestif qui passe et que le système immunitaire réagit là-dessus. Donc ça, c'est la principale explication par rapport à cette recommandation. Également, l'hydratation, mais ça c'est classique, on ne va pas le répéter tout le temps. Ne pas trop manger, donc c'est pareil, ne pas se goinfrer avec tout un tas d'aliments, etc. Donc on mange juste ce qu'on a besoin. Traiter le grignotage, s'il y a des problèmes de grignotage, de compulsions alimentaires, etc., ça, il faut les traiter à part aussi. Cuisiner délicatement. En gros, ici, vous avez un certain nombre d'études aussi qui rapportent que les AGE, ce qu'on appelle les produits finis de la glycation avancée, qui peuvent constituer des sortes de... Alors ça, c'est plus des études en prévention des maladies auto-immunes, qui pourraient constituer des sortes de déchets qui pourraient s'incruster au niveau des structures de la cellule, notamment au niveau de la membrane, soit cytoplasmique, soit au niveau de la membrane nucléaire, soit au niveau d'un ensemble d'organites cellulaires. Et en s'incrustant et en restant sur ces structures cellulaires ou paracellulaires, à un moment donné, ça pourrait être identifié par le système immunitaire comme une sorte de corps étranger qui ferait partie de la cellule, et donc la cellule elle-même serait un corps étranger ou ennemi, et donc il risque d'y avoir un déclenchement de maladie auto-immune. Maintenant, c'est décrit dans la littérature de cette façon. Après, on pourrait comprendre aussi que quelqu'un qui a déjà un terrain auto-humain ou un processus auto-humain en cours, que ça serait bien aussi qu'ils aient le moins possible de ces AGE, de ces molécules toxiques. Et donc, on pourrait aussi penser que ça pourrait entretenir également le processus auto-humain. Ok, donc là, cuisson à la vapeur, cuisson à l'eau, ça ce sont, on va dire, ou cuisson au four, si on cuit pas trop et qu'on carbonise pas les aliments, etc. Ça, ce sont des modes de cuisson qui pourraient être intéressants et qui pourraient
qui pourrait convenir et ne pas contenir d'AGE. Ne pas trop saler, l'activité physique également, bon ça on avait déjà parlé, lire les étiquettes également bien sûr, ça c'est surtout par rapport aux additifs alimentaires, aux excipients, à tout ce qui est trop sucré, qui exacerbe l'inflammation, et donc si on exacerbe l'inflammation, on exacerbe aussi le processus auto-immun, ce qui est, ce qui est logique. Alors, au niveau du protocole alimentaire pour les processus auto-immuns, alors là, je vais vous mettre, donc, ce que vous avez ici, c'est la liste d'aliments à éviter. Juste après, il y aura la liste d'aliments à consommer. Et ensuite, on va parler de 2 phases au niveau de ce protocole-là. C'est pas juste éviter tout ça à l'infini. Okay. Donc là, c'est la liste d'aliments à éviter. Donc les céréales, la première chose, c'est d'enlever le gluten. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi donc tout ce qui est céréales sans gluten. Ça aussi, ça pose problème. D'accord? Donc il y a dedans les lectines, notamment. Les lectines aussi, un certain type de lectine aussi est responsable d'auto-immunité. En tout cas, c'est ça. Même si ça n'induit pas une maladie auto-immune, mais ça peut l'entretenir. Donc les céréales, dans l'idéal, il va falloir les bannir jusqu'à un certain moment. Donc c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Donc soyez patients. Les légumineuses aussi, ok. Tout ce qui est espèces, ce qu'on appelle les solanums, donc les pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines, et tout ça, donc poivre et ainsi de suite. Donc les laitages, fermentés et non fermentés, les œufs, café, alcool, tabac, bon, ça va de soi, les noix et les graines, sucre, huile raffinée, huile transformée et ainsi de suite, les additifs alimentaires, donc les excipients en gros, et surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ceux-là, il va falloir les éviter. Et puis ça, c'est la première phase. Et puis il y aura une deuxième phase de réintroduction progressive. Et ça, on va en parler juste après. Donc, ce qui reste, en fait, on peut en consommer. Donc, il y a un tas de choses à consommer. Ça reste quand même une alimentation restrictive, okay, parce qu'on élimine de grandes catégories alimentaires. Donc, c'est une alimentation restrictive. Sauf que cette alimentation-là va être mise en place uniquement sur une courte période, quelques semaines maximum. Et ensuite, on fait une réintroduction progressive aliment par aliment. Okay, donc, les légumes, okay, à l'exception de celles qu'on a déjà vues avant, les fruits frais, bon, ça pose pas de problème en général, sauf s'il y a des intolérances, des sensibilités, ça c'est autre chose aussi, on élimine. Tout ce qui est tubercule, de la viande, surtout de la viande maigre, quel que soit le type de viande. Okay. Les aliments fermentés riches en probiotiques, et là, vous voyez bien qu'on a exclu ici même les aliments, les produits laitiers fermentés, jusqu'à ce qu'on puisse les réintroduire après. Les huiles végétales peu transformées, bien sûr, les herbes et épices, vinaigre, les édulcorants naturels, okay. Certains thés, et surtout ici le thé vert et le thé noir, que ce soit de bonne qualité, ça c'est le plus important. Un thé de bonne qualité, c'est un thé qui contient le moins possible de caféine. Très important à comprendre ici et intégrer. Un thé, qui soit thé vert ou autre, devrait ou n'a pas pour vocation d'avoir un effet stimulant qui est équivalent à celui du café, on est d'accord. Donc, s'il a un effet stimulant, ça veut dire ça contient de la caféine et ses dérivés. Et donc là, c'est un thé de mauvaise qualité parce que le thé est censé avoir plutôt des polyphénols, des catéchines, des hypercatéchines et autres.
Et donc, plus on a de polyphénol, plus le thé est de bonne qualité et moins on a de caféine. Et plus on a de caféine, moins on a de polyphénol et plus le thé est de mauvaise qualité. Ok, donc le thé qu'on prend et qui donne cet effet stimulant, ben, à ce moment-là, prenez du café, c'est mieux. Donc le thé n'a pas du tout vocation à donner un effet stimulant. Ok, maintenant au niveau de ce protocole-là, on a deux phases. On a une phase d'élimination, où on va éliminer progressivement les aliments qu'on a expliqués, donc c'est les aliments cités précédemment, donc à éviter. Donc c'est une phase qui va durer à peu près 1 mois à 3 mois. Donc une fois qu'on a tout éliminé, on peut rester pendant quelques semaines. Le mieux, c'est de rester à peu près 4, 5, 6 semaines, ok, avec uniquement ces aliments-là. Uniquement. Ok, donc c'est une phase qui est très importante. Ça permet au système immunitaire de se calmer un petit peu, à la voix des T régulateurs de se renforcer un peu plus. Donc, ça permet un petit peu au processus auto-humain de se rééquilibrer. Et donc, ça se voit en fait, hein, ça se voit, le patient le perçoit. Il sent une amélioration très significative. Okay, et une fois qu'il voit qu'il y a une amélioration très significative et que son état devient à peu près stable, donc il peut rester encore 2, 3 semaines comme ça, et puis ensuite vient la phase de réintroduction. Et là, tout ce qui a été éliminé va être réintroduit aliment par aliment. Donc la méthodologie est très simple. Vous décidez que le lendemain, par exemple, vous allez réintroduire le riz, par exemple. Là, le lendemain, donc bien sûr avec une alimentation normale telle qu'on consommait avant, c'est juste qu'on va rajouter aliment par aliment. Donc on rajoute l'aliment en question, admettons le riz, on prend une petite quantité, notamment une cuillère à café par exemple, et on attend pendant 15 minutes, on observe s'il n'y a pas des perturbations, s'il n'y a pas des symptômes tels qu'on les a euh, quand on avait ce problème d'auto-immunité auparavant. Si tout va bien, ensuite on reprend des petites quantités. Ces petites quantités, ça correspond en général à une demi-portion, un quart de portion, une demi-portion à peu près toutes les 3, 4 heures, donc 3, 4 fois par jour, sur la même journée. Et une fois que c'est fait, on arrête pendant à peu près une semaine. On arrête l'aliment qu'on a réintroduit sur ce jour-là pendant une semaine à peu près, 5, 7 jours à peu près. Une fois que, une fois que c'est fait, donc si on observe qu'il n'y a pas de répercussions, de retour d'un certain nombre de symptômes auparavant, même si c'est très léger, à ce moment-là, on réintroduit l'aliment définitivement. Et on repart sur un autre aliment, et ainsi de suite. Donc on fait ça autant de fois qu'on a d'aliments. OK? Et si bien sûr il y a une réaction qui apparaît soit rapidement, soit en différé sur les quelques jours qui vont suivre, à ce moment-là, on vire l'aliment définitivement. On l'exclut définitivement. OK. Sinon, vous avez donc tout ce qui est carence micronutritionnelle, et dans ces carences micronutritionnelles, bon, il y a à peu près la totalité des micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, okay, qui sont, qui peuvent être des causes de, d'une défaillance au niveau de l'immunomodulation, et donc soit de l'exacerbation ou de l'entretien du processus auto-humain. Donc, pour un patient que vous prendrez en charge pour la première fois, ce qui serait bien, c'est de faire un bilan micronutritionnel complet au début, et ensuite une fois tous les 6 mois, hein, sur les 2 ans qui vont suivre au minimum, sinon sur les 3 ans. OK, et de corriger systématiquement les carences. OK. Sinon, alors ça, normalement, ça devrait être une cible à part, donc les hormones. Mais bon,
comme je vous disais, on ne peut pas tout voir ici, et donc j'ai décidé de l'inclure juste ici comme petite remarque, mais bon, il faut quand même un bilan hormonal complet. Vous avez un certain nombre d'hormones dont le déséquilibre pourrait faire partie aussi de cet ensemble de facteurs qui pourraient induire une maladie auto-immune ou l'entretenir ou l'aggraver ou entretenir un terrain auto-humain aussi. Donc, parmi ces hormones, vous avez notamment le cortisol, l'insuline, la T3 et les hormones sexuelles, œstrogènes, androgènes. OK. Sinon, donc vous avez un certain nombre d'études. Là, c'est une étude qui est extrêmement connue, là, l'étude Vitale sur l'effet de la vitamine D combinée avec des oméga 3 sur le risque de maladies auto-immunes. Donc là, par exemple, sur cette étude-là, on a une diminution. C'est pas une étude qui est spécialement sur les maladies auto-immunes. Ça, ça inclut un ensemble d'autres maladies, des cancers, maladies cardiovasculaires et autres, y compris les maladies auto-immunes aussi. Et donc, c'est une étude dans laquelle on a supplémenté avec 2000 unités de vitamine D par jour et 1 gramme d'oméga 3 par jour. Donc, oméga 3 provenant du poisson, hein, de l'huile de poisson. Okay. Et donc, on a observé une diminution de 22% du risque de maladie auto-immune en général. Si je me souviens bien, il y avait, je crois, 6500, je crois, c'est 6500 participants à cette étude. Okay. Et pour la vitamine D en tant que telle, indépendamment de cette étude, on a un effet sur la diminution du risque de maladies auto-immunes par rapport à la vitamine D sur plus d'une centaine de pathologies auto-immunes. OK. Donc, alors, 2000 unités par jour de vitamine D, c'est un dosage qui est correct, mais pas très suffisant. Donc là, il faut plutôt parler en termes de dosage sanguin de 25 OHD. On devrait être au-delà, pour quelqu'un qui a un terrain auto-immun, on devrait être au-delà des 70. OK. Des 70 nanogrammes de 25 OHD. Donc, sinon, dans cette étude-là, vous avez notamment, c'est une étude qui est faite sur des bébés, hein, des nourrissons. Donc, c'est une étude qui démontre qu'on peut diminuer l'incidence du diabète type 1 de 90% juste en supplémentant avec 2000 unités par jour de vitamine D durant la première année de vie. C'est aussi une étude de référence et qui ne date pas d'hier, hein, c'est 2001. Vous avez des exemples ici. Bon, je ne peux pas tout présenter ici, mais vous avez des exemples. J'ai décidé de prendre juste l'exemple de la thyroïdite d'Hashimoto comme exemple. Et donc, vous avez un ensemble d'études aussi en rapport avec la thyroïdite d'Hashimoto par rapport à un certain nombre de micronutriments, notamment surtout le sélénium. Le sélénium est très connu dans le cas des pathologies thyroïdiennes, y compris les pathologies auto-immunes. Le cas de la thyroïdite d'Hashimoto, par exemple. Alors, il y a bien sûr, on est d'accord, il y a certains essais cliniques qui sont négatifs et qui donnent pas forcément d'effets tels que c'est décrit dans ces essais cliniques. Mais si on prend la tendance globale, si on prend la totalité des études, essais cliniques qui existent sur le sujet, on pourrait conclure de façon très claire sur l'intérêt du sélénium dans le cas des pathologies auto-immunes, thyroïdiennes, y compris Hashimoto. Ok, donc là, par exemple, c'est une combinaison entre de la B7, l'inositol, le myo-inositol et du sélénium. Donc, c'est une combinaison qui a été testée, qui a été trouvée intéressante. Vous avez aussi la nigelle, qui aurait des effets très intéressants. Nigelle, cumin.
Ok. 2 grammes par jour, c'est la dose étude. Vous avez également l'anatabine. Et l'anatabine, c'est quoi? C'est une molécule qu'on trouve dans le tabac. Ça a un effet protecteur contre Hashimoto. Okay. Par contre, ça augmente tout ce qui est maladie auto-immune à tendance hyperthyroïdie. Donc, Graves, par exemple, Basedow. Donc, le tabac aggrave plus ce type de maladie ou augmente le risque et plutôt est protecteur plutôt dans le cas de Hashimoto. Ok. Ah, vous avez d'autres exemples. Bon, là, c'est plutôt pas très clair, mais bon, c'est un essai clinique, enfin plutôt une méta-analyse d'essai clinique qui pourrait être intéressante. La prunelle vulgaris, qui pourrait être intéressante dans le cas de Hashimoto. Et puis, vous avez aussi également une méta-analyse sur la metformine. Malheureusement, on n'a pas une méta-analyse sur la berbérine, ni même un essai clinique sur Hashimoto et berbérine, bien que les voies métaboliques, en fait, qu'utilise la metformine pour avoir ses effets curatifs, thérapeutiques sur Hashimoto sont les mêmes utilisés par la berbérine. Donc, c'est peut-être qu'il y a potentiellement un effet de la berbérine intéressant là-dedans, à voir. Dans le cas des thyroïdites Hashimoto, on a donc une vraie problématique par rapport à l'iode, parce que vous avez 2 grandes écoles. Une école qui vous dit il faut bombarder avec de l'iode pour que ça s'améliore, et que c'est très bien. Et vous avez une autre école qui vous dit l'exact contraire, et qui vous dit si en général vous dépassez les AJR, en gros les AJR c'est 150 microgrammes par jour d'iode, et pour des personnes qui ont des besoins physiologiques un peu plus importants de 120, de 150 microgrammes, en gros moins de 300 microgrammes par jour. Si vous dépassez ça, ça aggrave encore la situation. Donc, quand on prend la totalité des études sur le sujet et qu'on fait une sorte d'analyse globale, il en ressort que si on prend trop d'iode, Hashimoto ou pas, ça aggrave la situation. Ça produit encore plus d'hypothyroïdisme. Dans le cas d'Hashimoto, ça aggrave l'hypothyroïdisme par le même mécanisme que l'effet Wolff-Tchekhov, qui est très connu, qui n'a rien à voir avec l'auto-immunité, hein, mais chez les patients qui sont en hypothyroïdie, cet effet-là, c'est tout simplement le fait que quand on prend trop d'iode, ben, on a l'inverse, on a l'exact contraire de ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire on obtient aussi une hypothyroïdie ou une aggravation de cette hypothyroïdie. Et pour Hashimoto, on a des données qui montrent qu'en plus de cet effet Wolff-Tchekhov, que ça exacerbe encore plus et ça accélère le processus auto-immun dans le cas de Hashimoto. Donc, dans ce cas-là, évitez de prendre plus de 250 microgrammes d'iode par jour et donner ça sur une courte période uniquement. Faire des moments d'arrêt ou des périodes d'arrêt. Et donc, oui, je vous parlais tout à l'heure de l'anatabine, qui est un composant qui expliquerait l'effet protecteur contre Hashimoto. Mais comme je vous disais, le tabac, c'est pas l'anatabine en tant que telle qui augmenterait à ce moment-là le risque d'hyperthyroïdisme, mais plutôt d'autres composants, notamment des dérivés polycycliques aromatiques qu'on obtient de la fumée du tabac, qui pourraient augmenter notamment le goitre multinodulaire ou le risque d'hyperthyroïdisme. Voilà, donc il y a parce que je parle de ça parce qu'il y a un paradoxe au niveau de la littérature où vous avez donc le tabac, d'une part, le tabac qui est parfois protecteur, parfois délétère pour un certain nombre de pathologies thyroïdiennes.
OK, et donc là, oui, on a fini. Là, je finis juste par une question globalement qui va peut-être vous pousser à faire plus de recherches et à réfléchir un petit peu. Existerait-il un diabète type 2 auto-humain? La réponse est oui. On a un diabète type 2 auto-humain. Donc, je vous invite à lire cette publication, mais il y en a d'autres, hein. Donc, il y en a plusieurs autres publications. Un diabète type 2 auto-humain, ça existe. Et un diabète type 1 non auto-humain, ça existe aussi. Ça n'est pas le diabète type 1 qu'on a dès la naissance. C'est une évolution progressive et inéluctable d'un diabète type 2. Donc, c'est un épuisement progressif, ce qu'on pourrait aussi appeler euh, diabète type 2 avec déficit en insuline. Vous avez des diabétiques type 2 qui sont aussi traités par insuline parce qu'il y a un déficit très important en insuline. Et puis, vous avez dans le sens inverse un diabète type 2 auto-humain également, parce que dans les cellules bêta, il n'y a pas qu'une seule réponse à une réaction auto-immune. Donc, lorsque les cellules bêta sont attaquées, après, tout dépend de l'intensité et de la puissance de cette réaction auto-immune. En gros, ça peut à la fois diminuer la production de l'insuline, ça peut aussi augmenter la production d'insuline. Et quand ça augmente la production d'insuline, ça crée de l'autre côté aussi de la résistance à l'insuline, ce qu'on pourrait appeler un diabète type 2 auto-humain. Et sur ce, donc, je vais prendre les questions que j'espère pas trop longues. Ok. Je pense que je vais sélectionner les questions parce que sinon on va passer la nuit là. Je vais revenir depuis le début. Alors, ok. D'après ma pratique, les maladies auto-immunes sont d'origine infectieuse ou toxique. Oui, c'est des hypothèses qui sont très intéressantes et à considérer. Ok. J'aurais aimé voir guérir des maladies auto-immunes, car en principe, les maladies auto-immunes ne guérissent pas. Ah, si, vous avez on a parlé du thyroïdite d'Hashimoto. Vous avez des thyroïdites d'Hashimoto qui guérissent complètement. Personne présente herpès AB, très fréquente allergie. Ok. Hypothèse vaccinale. Ça se discute. Ça peut se discuter. Quand on trouve la cause, il n'y a pas de raison de ne pas guérir. C'est le problème, en fait. C'est qu'en général, on ne trouve pas la cause. Et on traite à l'aveugle. Et en général, quand on traite à l'aveugle, pour que ça fonctionne le mieux, il faut taper sur toutes les cibles potentielles. C'est un petit peu ce qu'on fait ici. Ça touche le système HLA, donc comment on peut ça? Génétique. Oui, c'est pas toujours le cas. C'est ce que j'ai bien expliqué. C'est que pas tous les patients qui ont des maladies auto-immunes vont avoir une prédisposition génétique à ça. Et je dirais même pas tous les patients, mais plutôt la majeure partie des patients qui ont des maladies auto-immunes et on va dire un terrain auto-immun n'ont pas forcément de prédisposition génétique à ça. Conditions, les gènes se maîtrisent. Bah, on ne peut pas corriger une mutation génétique ou une variation génétique. Par contre, on peut très bien corriger les perturbations métaboliques que ça provoque. C'est tout ce qu'on fait en nutrigénétique. Vaccination anti-Covid, le taux des maladies auto-immunes a augmenté. Oui, il y a pas mal
je dirais, de témoignages, de rapports de cas cliniques, voire d'études qui posent des hypothèses là-dessus. J'ai guéri pas mal de maladies auto-immunes. Très bien. Cirrhose hépatite. Oui, c'est impressionnant. Les gènes se transforment dans le mauvais sens, dans le bon sens. Ok. Mode de vie, très bien. Cancer du sein en relation avec l'auto-immunité, avec l'immunité. Un cancer, c'est par définition une défaillance immunitaire. Le cancer se gère, la cancérogénèse se gère par les macrophages et les NK. Faudrait-il nettoyer les intestins pour les parasites Artemisia? Oui, Artemisia est aussi une très bonne plante qui peut être utilisée dans ce cas. Des analyses à effectuer, savoir une hyperperméabilité intestinale. Oui, le calprotectine fécale, alpha-1 antitrypsine, zonuline. Donc ça, c'est inflammation, perméabilité intestinale. Vous pouvez rajouter à ça les IgA sécrétoires, par exemple, les bêta-défensines, l'histamine, toujours au niveau fécal. Ok, extrait de pépins de pamplemousse et immunostimulant. Et contre-indiqué au-dessus de... Oui, oui, c'est un immunostimulant également. Mais pas le pamplemousse, hein, les extraits de pépins de pamplemousse. Ça n'a rien à voir avec les extraits de pamplemousse ou le pamplemousse. Cocktail, c'est autre chose. Avoine et même sans gluten. Avoine fait partie des aliments, les sabots qui contiennent du gluten. Ce pourquoi il est proposé de tester intolérance au gluten, sensibilité au gluten, vous voulez dire. Hein. Méthotrexate rend l'intestin perméable. À votre avis, oui. Ginseng, on peut l'utiliser ou non? On peut l'utiliser avec précaution et le mieux, c'est de ne pas l'utiliser. Quels sont les autres polyphénols non sécuritaires? Plutôt, quels sont les autres polyphénols sécuritaires? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, la quercétine peut être utilisée, mais après, je ne sais pas vous dire exactement. Donc là, moi, je vous ai parlé de la curcumine, du forscollie, par exemple, mais le reste, je ne m'aventurerai pas à vous donner des recommandations par rapport à ça. Ok. Pourquoi faire attention aux produits de la ruche? C'est parce que ce sont des immunostimulants. Gelée royale, propolis, c'est puissant immunostimulant. Patient sous corticoïdes, préconisez-vous un traitement préventif systémique pour lutter contre la dysbiose de la maladie. Oui, c'est enfin, les corticoïdes posent beaucoup de problématiques et ça produit en plus de la résistance au cortisol. J'en avais pas parlé, mais la résistance au cortisol est un des grands facteurs hormonaux qui peuvent prédisposer à un terrain auto-humain. Donc, oui, ça c'est extrêmement problématique, les corticoïdes. Oui, et un traitement. Alors, maintenant, moi, je distingue deux grandes catégories de dysbiose. Les dysbioses avancées, que j'ai appelées donc SIBO, SIFO, IMO, candidose, ce type de dysbiose. Puis et aussi la putréfaction aussi avancée. Ça, c'est les dysbioses avancées qu'il faut traiter par des antibiotiques, des antifongiques et des antimicrobiens naturels. Tout ça ensemble, et peut-être que ça marchera ou ça marchera pas. Et la dysbiose légère, on va dire, hein, la dysbiose légère avec des déficits, par exemple en lactobifidobacterium, un petit peu Escherichia coli un petit peu élevé, ou
ou un petit peu, enfin, Clostridium un petit peu élevé. Enfin, pas des dysbioses qui sont très, très problématiques. Ceux-là, on peut les traiter juste avec les changements alimentaires que j'avais expliqué avant et aussi avec des probiotiques. Alors, maladie auto-immune et cancer, même axe de traitement à effectuer, arrêt de l'alimentation inflammatoire de la acidification. Oui, bah, c'est deux phases différentes d'une même pièce, hein, le cancer et les maladies auto-immunes. C'est pour ça que dans le congrès qu'on va avoir prochainement à Casablanca les 4 et 5 mars, on va avoir un spécialiste de l'auto-immunité qui va intervenir dans ce congrès. C'est une formation certifiante sur le cancer et micronutrition. Et dedans, on a un spécialiste de l'auto-immunité qui va parler de ça. Donc, il y a un lien évident entre les deux. Oui, glutamine cancérogène, oui. Bon, vous avez, les études qui existent sur le fait que la glutamine est cancérogène sont beaucoup plus nombreuses que les études qui montrent un effet régénérateur de l'intestin de la glutamine. Oui, exactement, ça nourrit le cancer. Faut-il éviter les produits laitiers aussi? Oui, dans un protocole euh, d'auto-immunité, un protocole alimentaire d'auto-immunité strict, même les produits laitiers fermentés, on les élimine dans la phase d'élimination. Et après, comme je vous disais, on réintroduit petit à petit et on regarde ce qui donne la réponse immunitaire. Et ça, on le vire. Les produits de la ruche, j'ai déjà expliqué pourquoi. Pareil, hein, donc, produits de la ruche allergène, etc. Non, c'est des immunostimulants. Et c'est surtout la propolis. C'est un stimulant des lymphocytes T très puissant. Rhodiola, oui, c'est une plante adaptogène, mais je ne l'ai pas mise exprès parce que je n'ai pas suffisamment d'études pour dire si on utilise ou pas. Donc, je ne sais pas. Joker. Vitamine D, que pensez-vous? Dose élevée. Ça dépend de ce qu'on entend par dose élevée. Ils font partie de mon protocole, d'accord, ok, réaction avec immunostimulant sans des réactions Alzheimer, ok. Non, ok, ça marche. Ok. Alors c'est bon, il y a beaucoup de questions. Oui, Covid, etc. Bon, tout ça, c'est vrai que question pour sur l'intérêt de la bromélaïne. Oui. Bah, c'est pas suffisant, la bromélaïne, pour digérer les protéines, c'est pas suffisant. Il faut quand même un complexe d'enzymes. Ok. Donc, sinon, mis à part ça, donc il y a un congrès qu'on organise, qui est en fait une formation certifiante qu'on organise dans le cadre du congrès international des sciences de la nutrition. C'est une formation certifiante qui se déroulera sur 2 jours, les 4 et 5 mars, comme je vous disais, prochain. Ça se déroulera à Casablanca, mais ça sera à la fois en hybride et en présentiel. Donc, pour les participants, ils peuvent, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent aussi s'inscrire en présentiel. Donc, on a, comme vous le voyez ici, un certain nombre de conférenciers, et conférenciers qui sont très connus d'ailleurs, David Kayat ou Laurent Schwartz ou Vincent Castronovo et d'autres, et David Billstrom dont j'avais parlé au début de la conférence et autres. Donc, c'est
C'est une formation, comme je vous ai indiqué, micronutrition et cancer. On aura d'ailleurs, comme je vous disais, un conférencier qui est David Billstrom, qui est un spécialiste, un Américain, un spécialiste de l'auto-immunité, qui va parler de l'effet ou le rapport entre les maladies auto-immunes ou les terrains auto-humains et les terrains cancéreux. Et donc, là, par exemple, vous avez un focus sur on va dire, un certain nombre de conférenciers qui sont très connus et très intéressants. Donc après, donc pour les inscriptions, pour celles et ceux qui sont intéressés par cette formation, comme je vous disais, qui est certifiante par l'Institut international des sciences de la micronutrition et de la nutrition, vous pouvez aller sur le site icns.ma. Là, vous avez le programme, les modalités d'inscription, ou si vous avez d'autres informations sur les conférenciers, sur les tarifs, etc. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter, moi, ou vous pouvez contacter aussi Dr Tejmouati, qui est aussi responsable de l'organisation de cette formation et qui, je suppose, est parmi nous. Voilà. Et puis, donc, je vous mettrai, si vous voulez, mon adresse mail dans la barre de discussion. Vous pouvez me contacter si vous avez des informations par rapport à ça, par rapport à la formation. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, petit Sam. Oui, bonsoir Amine, merci pour cette intervention. Je voulais aussi préciser, parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport au replay de ta conférence, on va mettre le replay de cette conférence sur le site ICNS. Donc, vous pouvez avoir accès pour avoir l'enregistrement et revoir cette conférence. Donc, icns.ma. Et effectivement, par rapport à, si vous voulez avoir plus d'informations concernant ce congrès formation, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui me connaissent, donc déjà, ils ont mes coordonnées. Sinon, je vais garder, vous avez déjà sur le site mon contact, et puis je vais le remettre sur la barre pour les personnes qui ont besoin de plus d'informations. Voilà, on a fait un tarif Early Bird qui était valable jusqu'au 31 janvier. Et là, on a eu beaucoup de demandes de gens qui n'ont pas eu le temps de faire le versement avant le 31. Il y aura une possibilité, effectivement, jusqu'au lundi soir, de bénéficier de ce tarif. Donc, pareil, contactez-moi pour avoir plus de détails dans ce sens. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas par WhatsApp, par téléphone ou par mail. Merci. Voilà. Merci, petit Sam. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Donc, je vous dis peut-être à bientôt pour certains. Je voulais rajouter quelque chose. Alors, on a aussi la chance d'avoir une autre conférence pour jeudi prochain. Donc, pareil, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter pour avoir le lien. Donc, ça sera jeudi prochain, ça sera gestion de la douleur et micronutrition avec Dr Amine Gasmi. Donc, si vous voulez aussi profiter de cette conférence, c'est possible. Donc, vous pouvez soit sur le site demander le lien de la conférence ou me contacter directement. Très bien. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir, comme d'habitude. Et donc, comme vous disait petit Sam, il y aurait forcément prochainement d'autres conférences. Il y a cette conférence sur la douleur là, qui sera la semaine prochaine. Et puis, il y aura d'autres conférences. Et s'il y a d'autres conférences, je vous préviens, comme d'habitude, par mail. Voilà, merci beaucoup. Et je vous dis très belle soirée. Merci.